Bonjour, je suis Sabrina Ono et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, la jeune génération s'empare du micro pour découvrir les coulisses de l'innovation, du monde des startups et de l'écosystème tech au contact d'un entrepreneur. Qu'est-ce que l'innovation et à quoi sert-elle ? Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux grands enjeux dans le domaine de la santé ? Quels sont les métiers de demain qui me tendront les bras ? Autant de questions qui feront l'objet de la saison 2 de nos épisodes et permettront à nos élèves et étudiants de sortir grandis de cette expérience. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de podcast consacré au secteur de la formation professionnelle et à ses principaux enjeux. Aujourd'hui, nous parlerons donc de compétences, savoir-faire, accès à la formation et motivation des équipes, en compagnie de Simbel et de son cofondateur Loïc Jourdain, et de nos 6 étudiants Joël, Seraï, Yanis, Anaïs, Yazid et Jasmine. Bienvenue à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Jasmine, je suis accompagnée de mes camarades Joël, Seraï, Yanis, Anaïs et Yazid. Nous sommes étudiants en première année de BTS en communication au lycée Samuel de Champlain à Chennevières-sur-Marne. Dans le cadre du projet Startup à l'école, nous sommes chargés de concevoir une recommandation stratégique de communication digitale pour la startup Simbel. Ce projet est une véritable expérience professionnelle qui nous permettra de mobiliser toutes les compétences relatives à la conduite d'un projet de communication. Une expérience unique, celle de pouvoir accompagner le développement d'une startup. Super, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Joël, bonjour Loïc. Pour entrer dans le vif du sujet, commençons par votre parcours. Est-ce que vos études ont influencé ou ont inspiré la création de Simbel ? Bonjour de nouveau. Alors, vaste question. Je pense qu'effectivement, on est le produit de son influence. Et donc, j'imagine que tout ce que j'ai fait avant m'a conduit effectivement à monter Simbel. Si je dois vous retracer ça en 2 mots. Donc, je suis Loïc, j'ai 32 ans, ça y est. Je suis marié depuis quelques mois. Et pour vous donner un peu de contexte, j'étais donc à la sortie de mes études à Sciences Po et à HEC. Je suis devenu avocat d'affaires. Ça m'a profondément ennuyé, donc je l'ai fait juste le temps de rentrer et de partir. Et ensuite, j'ai rejoint une entreprise, une start-up qui s'appelle Stuti. C'est une marketplace de services. C'est là que j'ai vraiment fait l'expérience concrète de la vie en start-up. Et plus récemment, il y a 1 an maintenant, j'ai créé Simbel. Donc oui, je pense que tout a contribué un peu à la création de Simbel, parce que quand j'étais avocat d'affaires, j'ai vraiment compris ce que j'aimais, les sujets réglementaires, administratifs, mais aussi ce que j'aimais pas, être dans un cabinet d'avocats. Et par ailleurs, en étant en start-up, j'ai compris ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et ce que j'aimais énormément, c'est le fait d'être dans un environnement très très dynamique. Et j'ai voulu reproduire ça en créant Simbel. Et pour vos expériences professionnelles, est-ce que vous avez eu d'autres expériences avant Simbel qui vous ont marqué ? Ouais, donc du coup, avocat d'affaires, 2 ans en tant qu'élève avocat. Donc c'est la période où on apprend à être avocat, mais en fait on est beaucoup en cabinet d'avocat, pas seulement à l'école d'avocat. Puis ensuite 3 ans chez Stuti, donc qui est une scale-up qui a été rachetée par Cdiscount. Là je m'occupais de la partie business de l'entreprise, donc mon but c'était de lancer les lignes de revenus de l'application. Donc c'est une application dans laquelle il y avait beaucoup d'usages, beaucoup de personnes qui demandaient des services de babysitting, de ménage, de bricolage, etc. Et l'objectif, c'était de savoir comment est-ce que l'entreprise pouvait gagner de l'argent avec cette application, avec cet usage. Et donc moi, mon job, c'était de créer les lignes de revenus. Donc on a lancé 3 lignes de revenus. Une première qui a consisté à prendre des commissions sur les transactions qui étaient effectuées sur la plateforme. Une deuxième, c'est proposer des services aux personnes qui rendaient des services pour les aider à avoir plus de business, donc que les déménageurs puissent avoir plus de déménagement, que les bricoleurs puissent avoir plus de bricolage, etc. Et une troisième qui a consisté à faire le partenariat avec Cdiscount, où maintenant quand on va sur Cdiscount, quand on achète, je sais pas, un meuble, on peut le faire monter pour 50 € de plus par Stuti. Donc ça, c'est un partenariat qui est entre Stuti et Cdiscount. C'était une 3e ligne de revenus et c'est ce qui a donné lieu au rachat de Stuti par Cdiscount. D'accord.
Et quelles ont été vos motivations derrière la création de votre start-up ? Plein de motivations, je ne sais pas si c'est possible de les décrire en quelques mots, mais l'idée principale, c'est que je me suis rendu compte en quittant le métier d'avocat que mon envie fondamentale, c'était j'aspirais à une forme de liberté. Donc ça, c'est, je pense, assez déterminant dans le choix de créer son entreprise, parce que créer son entreprise, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités, et du coup, je pense que c'est nécessaire d'avoir fondamentalement cette envie d'être autonome, parce que sinon c'est difficile d'assumer ce choix-là dans la durée. Je pense que ça, c'est un élément principal. Et le deuxième élément, c'est plus propre à ce qu'on a fait avec Simbel, qui est le fait que j'ai toujours beaucoup aimé le sujet de l'apprentissage et de la formation. J'étais prof à côté de mon job à Sciences Po, par exemple, où j'enseignais le droit. Donc j'aimais beaucoup ce sujet-là, et je me suis rendu compte, comme mon cofondateur, que les salariés en entreprise apprenaient finalement assez peu et qu'on leur donnait peu de perspectives d'apprentissage, alors même qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être un élément qui est de plus en plus valorisé par les candidats. Donc pour le dire très simplement, ce qui a l'air de se passer sur le marché, c'est que des candidats, au moment de faire le choix de leur entreprise, vont évidemment regarder le poste, vont évidemment regarder le salaire, vont peut-être regarder s'il y a un baby-foot ou s'il y a une super mutuelle. Mais ce qui remonte de plus en plus dans le choix de leur entreprise, c'est qu'ils vont aussi regarder dans quelle mesure l'entreprise va leur permettre d'apprendre, de progresser et de se développer. Et à côté de ça, il y a probablement l'essentiel des entreprises dans lesquelles les perspectives d'apprentissage et de développement sont vraiment pas canons. Et c'est ce problème-là qu'on a voulu résoudre, et c'est ça, donc c'est l'envie de monter une entreprise et l'envie de résoudre ce problème-là qui nous a conduit en fait à monter Simbel. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Donc nous voudrions savoir pourquoi avoir choisi le secteur de la formation professionnelle. Donc la formation au global, c'est ce qu'on appelle la formation initiale, donc c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est le fait d'être formé pour arriver sur le marché du travail, et c'est la formation continue. La formation initiale, c'est géré par l'État, globalement, principalement. La formation professionnelle, c'est plutôt opéré par des entreprises. Et la formation professionnelle marche, à mon avis, assez mal, pour une raison en particulier, c'est que tout est extrêmement complexe. Donc c'est complexe quand on est salarié de trouver les bonnes formations qui vont permettre de progresser. C'est complexe de trouver le temps pour réaliser ces formations. C'est complexe de mobiliser les financements pour faire financer ces formations, parce que quand ce sont des formations de qualité, généralement ça coûte un peu cher et tout ça, c'est complexe. Et c'est complexe aussi pour l'entreprise d'organiser des formations pour ses collaborateurs, parce qu'il faut inscrire des gens à des sessions, il faut trouver la bonne formation, etc. etc. Et cette complexité m'a attiré, et a attiré aussi mon cofondateur. Et donc c'est pour ça qu'on est rentré sur ce marché-là, c'est qu'on a eu l'impression de quelque chose de très complexe et d'avoir des pistes de solutions pour résoudre cette complexité et apporter beaucoup de valeur aux personnes qui se forment. Merci beaucoup. Bonjour Loïc, ma question est la suivante. Que nous conseillez-vous entre travailler dans une grande entreprise ou une start-up ? Ouais. C'est marrant parce que c'est une question que je me suis posée énormément. Alors pas dans ces termes-là, mais beaucoup de questionnements sur quel choix de carrière faire, vers quel type de métier s'orienter. Et pour vous donner un début de... c'est pas du tout un début de réponse, mais en tout cas, la façon dont moi j'ai avancé dans cette réflexion, c'est en essayant de tenter des choses, tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse dogmatique sur est-ce qu'il vaut mieux aller dans un grand groupe ou dans une start-up, est-ce qu'il vaut mieux aller travailler à l'étranger ou en France, est-ce qu'il vaut mieux commencer par la communication ou le marketing. Je trouve que c'est... dans l'absolu, je ne crois pas qu'il y ait de réponse. Je pense que la vraie réponse, c'est de tester des choses et de se demander si ça nous plaît ou pas, et d'avoir le courage, parce que c'est pas évident, au moment où ça nous plaît pas, de dire non, en fait c'est pas fait pour moi, j'ai besoin de tenter quelque chose d'autre pour essayer de trouver ma place. Donc sur grand groupe ou start-up, j'aurais tendance à tenter le grand groupe, voir si ça te plaît, et si ça te plaît pas, avoir le courage d'essayer de trouver une autre structure. D'accord, merci.
Bonjour, moi je m'appelle Anaïs et du coup je voulais plutôt revenir sur votre passé et savoir quels conseils vous nous donneriez à moi et mes camarades avant d'entrer sur le marché du travail. Donc il y a à la fois, sur ce sujet-là, je pense qu'il y a à la fois ce dont moi j'ai fait l'expérience, donc ça c'est une expérience parmi tant d'autres, et ce que je vois sur le marché du travail en parlant à beaucoup de RH. Donc pour ce qui me concerne, ce que j'aurais pas fait différemment, c'est du coup ce qu'on disait, c'est de tenter des choses et de se rendre compte que ça nous plaît pas et de changer. Vraiment, ça je regrette pas du tout d'avoir fait ça, et pourtant par moments ça peut être difficile parce que tenter et échouer jusqu'à trouver ce qui nous plaît, ça peut être un peu une quête un peu longue et un peu dure, mais je pense qu'elle est vraiment essentielle pour bien se sentir dans sa peau et professionnel par la suite. Et ce que j'aurais fait différemment en revanche, c'est peut-être de tenter plus tôt et du coup d'aller me rapprocher d'entreprises beaucoup plus rapidement. Moi j'ai eu tendance à faire des études plutôt longues en faisant Sciences Po, HEC et avocat en même temps. Donc ça faisait, je sais plus, 7 ou 8 ans d'études. Et du coup, c'est hyper long. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut faire des études beaucoup plus courtes et aller chercher des connaissances très spécifiques, beaucoup plus précises pour se valoriser sur le marché du travail. Donc je prends un exemple très concret. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, si je devais refaire des études, je ferais peut-être 3-4 ans d'études généralistes maximum, essayer d'aller sur le marché du travail le plus vite possible, me rendre compte que par exemple, je sais pas, le métier que j'adore, c'est le métier de sales par exemple, et d'aller faire une formation de 6 mois, enfin de 2 mois, 4 mois, 6 mois sur ce sujet spécifique dont j'ai compris qu'il était important pour moi et dans lequel je voulais me projeter, plutôt que de faire du coup ce que j'ai fait, qui est des études généralistes pendant très longtemps et pas aller chercher une compétence spécifique. Moi j'ai une question pour toi, Loïc, du coup. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions au quotidien et qui pourrait être en rapport avec ce que tu as déjà fait, par exemple, auparavant dans tes précédents postes ? Ce qui me plaît énormément, je crois, c'est de mettre les choses en mouvement. Je pense qu'on se complète très bien avec mon associé, parce que lui est très très fort pour structurer des choses et les faire et les industrialiser. Moi je pense que ma force c'est plutôt qu'il n'y ait rien et de créer quelque chose à partir de rien et de le mettre en mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aujourd'hui, qui me plaisait beaucoup chez Stouty et que j'avais pas du coup en cabinet d'avocat. Et je pense que ça fait partie. Enfin, je pense que c'est important de savoir si ce qui nous plaît et là où on est fort. Ouais, donc c'est vraiment la création en fait. Ouais, c'est ça. La création, le fait de pas, évidemment, d'avoir des missions renouvelées un peu chaque jour, et en fait de pas avoir la possibilité, c'est juste pas une option dans notre situation de refaire la même chose que la veille en fait. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Donc tu casses la routine. Ouais, super. Du coup, merci pour votre réponse. Et j'avais une autre question, parce que du coup, vous avez monté votre start-up avec votre associé. Et du coup, est-ce que vous pensez que tout le monde est capable de faire ça, d'entreprendre en fait ? Je pense oui que tout le monde est capable d'entreprendre. Mais je pense qu'il ne faut pas toujours le faire. C'est-à-dire que... comment dire ça ? Le fait d'entreprendre est très exigeant et suppose de se mettre en fait à risque sur pas mal de sujets, financièrement, d'avoir moins de sécurité financière, émotionnellement, d'avoir des choses parfois un peu difficiles à gérer. Et du coup, je pense que tout le monde est capable d'entreprendre à condition d'avoir la motivation suffisante pour le faire. Et aussi probablement de s'y être préparé. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas entreprendre à tort et à travers. Enfin, tout le monde ne va pas devenir Bill Gates, ça c'est à peu près sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres façons d'entreprendre. Je pense que
monter un café, créer des chambres d'hôtes, monter un side project, ouvrir un blog, maintenant les blogs n'existent plus, mais ouvrir un site avec un podcast, c'est ça aussi, c'est ça entreprendre, c'est mettre quelque chose en mouvement, à mon avis. Et du coup, pour moi, la seule certitude qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de certitude de réussir. Et il y a la certitude que ce sera difficile. Et que quand on met quelque chose en mouvement, c'est une sorte de principe de gravité. Ça nécessite énormément d'efforts pour faire bouger quelque chose. Et donc, il y a une seule certitude, c'est que ce sera difficile. Du coup, avant de le faire, j'aurais tendance à bien vérifier s'il y a la motivation suffisante pour y aller, quoi. Et donc, de bien se poser la question au fond de soi et de se regarder vraiment droit dans les yeux sur est-ce que, en fait, j'ai vraiment envie de passer ce moment difficile ? Est-ce que j'en ai suffisamment envie pour me lancer ? Alors à présent, plusieurs questions concernant votre start-up. Donc tout d'abord, pourquoi la plateforme Simbel est-elle innovante ? C'est une très bonne question. Puisqu'en fait, il y a beaucoup d'innovations, des types d'innovations différents. Donc chez Agora 9, par exemple, donc, qui est l'incubateur et l'accélérateur dans lequel on est, il y a à peu près 2 types d'entreprises, je pense. Donc c'est systématiquement des entreprises innovantes, mais il y a des entreprises d'innovation de rupture, je dirais, avec une technologie très très forte. Donc si vous vous baladez dans les couloirs, vous verrez qu'il y a des personnes qui travaillent sur des sujets éminemment scientifiques et complexes. C'est pas notre cas. Nous, on est plutôt une innovation d'usage, une innovation de service. Donc notre innovation, elle consiste à faire un produit qui est suffisamment simple pour rendre l'expérience de la formation professionnelle simple et pas compliquée comme c'est le cas actuellement. Et pour ça, on a du coup 3 piliers dans notre produit. Le premier pilier, c'est le pilier qu'on appelle la marketplace. Donc on a réuni et fait la sélection de formations qui sont hyper pertinentes pour les collaborateurs des entreprises dans lesquelles on est déployé. Donc on a réuni ça dans une marketplace, et donc tout le monde peut accéder à des formations qui sont attractives et demander à son entreprise de faire cette formation. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième gros pilier, c'est ce qu'on appelle un Learning Management System. Donc, c'est un logiciel qui permet aux équipes, aux managers, aux RH, aux organismes de formation de collaborer ensemble. Donc, ça veut dire faire une demande, la faire valider par le manager, que le RH soit au courant, savoir à quel moment la date de la formation intervient, quand est-ce qu'elle se termine, quelle a été la progression, etc. Et le troisième pilier, c'est la partie administrative. Donc, une grosse dose de complexité dans la formation professionnelle, c'est le financement de la formation. Et donc, nous, on a créé un système où on est le point de contact unique pour la facturation, quel que soit le financement utilisé, ce qui permet en fait à l'entreprise, aux salariés et à l'organisme de formation de comprendre plus précisément comment la formation va être financée et de mobiliser ces financements plus facilement. Voilà, donc c'est les 3 piliers sur lesquels on pense être très innovants. D'accord, merci beaucoup. Également, nous voulions savoir quelles sont les valeurs de Simbel. Oula, oui, ça c'est une question philosophique directement. C'est une très bonne question. On est une entreprise du coup on va fêter notre anniversaire demain, notre première année depuis notre incorporation. Donc c'est très difficile on n'a pas la prétention, si tu veux, d'avoir déjà tout fait et notamment d'avoir défini nos valeurs parfaitement, parce que ce qu'on pense à ce sujet-là, donc on pense que c'est un sujet important de définir nos valeurs. C'est un sujet très important parce que c'est à partir de ces valeurs que les équipes vont se construire et que dans les moments de difficulté, on va réussir en tant qu'équipe à se dire « Ah ben non, mais en fait, on partage les mêmes valeurs, donc on est prêt à avancer ensemble. » On a déjà identifié 1 ou 2 valeurs qui nous paraissent très importantes. La première, c'est l'humilité. J'ai l'impression d'avoir la chance de travailler avec des personnes qui sont extrêmement fortes, qui ont eu des expériences professionnelles très très impressionnantes. Mais même avec ces personnes-là, on se retrouve à avoir des gamelles, des déconvenues et à faire des erreurs. Et du coup, on avait fait un point il y a quelques mois là-dessus et on s'est rendu compte que il faut du coup accepter le fait de faire des erreurs et du coup être très très humble
face à sa capacité à faire des erreurs, alors même qu'on a l'impression d'avoir des gens forts autour de nous. Et la deuxième valeur qu'on a déterminée, c'est le fait d'être très combatif pour les raisons qu'on a évoquées. C'est qu'on a une structure jeune, du coup ça nécessite beaucoup d'énergie de se mettre en mouvement, et donc on s'est retrouvé autour de ces deux valeurs d'humilité et de combativité. Après, le travail n'est pas encore fait jusqu'au bout, ça c'est sûr, et il va falloir qu'on se repose sur ce sujet-là pour se définir nos valeurs en tant qu'entreprise. Ça va être très important, c'est l'un des chantiers clés de l'année prochaine. Pour rebondir sur vos valeurs, je voulais vous poser une question. Est-ce que vos valeurs elles permettent de définir votre positionnement ? Alors, on ne s'est jamais posé la question dans ces termes, mais la mission de Simbel, c'est d'aider les collaborateurs à grandir en rendant la formation plus accessible. Donc ça définit un positionnement qui est fort, parce que ce que ça veut dire à contrario, c'est que notre mission, par exemple, c'est pas compatible avec notre mission, par exemple, d'imposer des formations à des collaborateurs qui ne voudraient pas la formation. On a observé quelque chose de très concret, c'est qu'en fait, quand une entreprise force des collaborateurs à se former sur des sujets dont elle n'a pas envie, sans trop de surprise, les collaborateurs ne suivent pas la formation, ils apprennent rien, ils sont pas contents à la fin, et du coup, ça a créé de valeur pour personne. Et donc, de ce point de vue-là, notre mission d'aider les collaborateurs à grandir, elle nous positionne comme un logiciel qui est une solution qui va avoir comme objectif clé de capter les besoins des différents collaborateurs, avant tout, et de proposer des formations pertinentes pour les aider dans leur développement, plutôt que d'autres logiciels qui existent, où le but, c'est d'imposer des formations aux collaborateurs parce que c'est celles qui coûtent moins cher, qui sont les plus pratiques et qui sont les plus faciles à organiser. À l'heure actuelle, Loïc, tu dirais que les formations professionnelles qui sont les plus plébiscitées sont lesquelles dans les entreprises ? Qu'est-ce qui est le plus demandé ? Alors, il y a peut-être 3 catégories de formations, je dirais. Les formations très généralistes que tout le monde peut consommer, qui sont les plus consommées, c'est les cours de langue et les soft skills. Donc dans soft skills, il y a le management, il y a donner du feedback, c'est tous des sujets qui ne sont pas des hard skills, donc qui sont des sujets plutôt de savoir-être. Ça, c'est extrêmement consommé. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie de formations qui sont les formations de hard skills, mais du coup spécifiques à un job. Donc là, elles sont... le but, c'est de faire de la bonne recommandation au bon métier. Donc c'est l'exemple très simple de je suis commercial, j'ai besoin de progresser sur ma gestion du CRM. Là, on va pouvoir proposer des bonnes formations. Il y a le troisième type de formation où il y a une forte tendance qui émerge, qui sont, je dirais, les formations d'éveil social, avec des sujets beaucoup plus généraux de vie au sein de l'entreprise, sur des sujets de RSE, sur des sujets d'égalité au travail, sur des sujets d'écologie. Et là, il y a une grosse tendance à ces formations en ce moment. Nous voudrions également savoir quelle est votre vision de l'entrepreneuriat et du management. Voilà, c'est question philosophique sur question philosophique. La vision de l'entrepreneuriat et du management. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est ce que je vous disais un peu avant, c'est que c'est je le vois comme une façon de vivre. Donc c'est quasiment au même titre que j'aime faire du sport, j'aime entreprendre. Donc ma vision de l'entrepreneuriat, c'est que il faut pas que ce soit un sujet d'attente financière. À mon avis, c'est une très mauvaise raison d'entreprendre parce qu'il y a bien d'autres façons de faire de l'argent et avec beaucoup plus de chances de réussir que d'entreprendre. Il faut que ce soit un sujet d'alignement avec soi-même. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai l'impression que beaucoup de cofondateurs et de créateurs de boîtes pensent. Et sur ma vision du management, du coup, c'était très très vaste comme question, mais nous, ce qu'on essaie de mettre en place chez Simbel au sujet du management, c'est cette fameuse culture de la collaboration dans un environnement, dans une époque où en fait
il faut savoir travailler ensemble à distance, sur des horaires asynchrones, et beaucoup moins comme avant, en groupe, au même moment. Et donc là-dessus, l'élément le plus fort, je dirais, sur lequel on travaille, c'est le fait de s'assurer que la personne qui manage un projet ou des équipes donne la bonne visibilité à son équipe, mais aussi donne la bonne visibilité à l'extérieur. Et ça, en fait, c'est assez difficile, parce que ça suppose d'être très très précis sur là où on veut arriver et identifier les bonnes personnes à mettre dans la boucle pour faire avancer le projet. Mais il nous semble que c'est une exigence qu'il faut qu'on ait sur les sujets de management de projet et de management de personnes, parce que c'est ce qui permet d'éviter beaucoup de problèmes de communication qui donnent lieu à beaucoup de désagréments. Alors bonjour Loïc, moi c'est Yazid. Alors moi j'aurais plusieurs questions. Alors déjà parlons de notoriété, vous attendiez-vous à un tel succès ? Oula, j'ai pas encore fait le TF1. Mais tu fais un podcast avec nous aujourd'hui. Mais je fais un podcast, exactement, mais je fais un podcast avec vous aujourd'hui. Donc c'est toujours la même question, c'est quoi le succès ? Ce qui est sûr, c'est que un succès qu'on a eu l'impression d'avoir eu pour cette première année d'existence de l'entreprise, c'est de réunir des personnes très compétentes autour du projet. Et de ce point de vue-là, je ne m'attendais pas à ce que ce succès-là arrive aussi vite. Le deuxième succès peut-être qu'on a eu, c'est le fait d'avoir des clients dont on est hyper fiers. On a déployé la plateforme Simbel chez des entreprises comme Blablacar, comme Meilleurs Agents, comme le groupe Chloé, la maison de mode Push. Et en fait, tout ça, ce sont des interlocuteurs qui sont très experts dans leur métier, mais qui ont une forte ambition sur le fait de développer leurs équipes. Ça, c'est peut-être le deuxième plus gros succès et dont on est extrêmement fiers. Alors ma deuxième question, c'est quels ont été les freins dans la création de Simbel ? On se l'est dit, il y a des freins tous les jours. Après, si on doit être honnête, il y a aussi beaucoup de... je pense qu'on a énormément de chance parce qu'on est dans un pays, dans un environnement, dans une époque où il y a beaucoup d'agents facilitateurs pour créer des entreprises. Je pense évidemment à Agoranov, où c'est quand même juste dingue d'avoir des locaux au cœur de Paris, une équipe pour nous accompagner, des mises en relation avec des personnes qui sont passées par les mêmes choses que nous. Je pense aussi, à la Banque publique d'investissement, par exemple, qui fait un travail incroyable sur l'accompagnement financier des jeunes entreprises pour qu'elles se développent et qu'elles trouvent le financement pour investir et créer leurs produits. Je pense, il y a toute une série de dispositifs qui font que on nous facilite énormément la vie et qui nous permettent en fait de surmonter les différents freins du quotidien. Alors dans le cadre de notre projet, une question un petit peu plus précise, quel budget vous allez dédier à la communication ? On est en train de travailler sur le budget 2022, donc je ne pourrais pas vous dire exactement le budget dédié à la communication. Mais ce qui est sûr, c'est que la première année de notre existence a consisté à créer un produit qui donne satisfaction à nos clients. On a l'impression que c'est le cas, c'est le retour qu'on a. Et du coup, le projet de 2022, c'est de se déployer auprès d'un maximum de clients. Et à ce compte-là, le marketing et la communication vont être les sujets clés de 2022 pour nous. Ouais. Juste pour revenir sur la RSE, vous en avez parlé tout à l'heure, et j'aimerais savoir si la start-up pourrait s'inscrire dans une démarche de RSE. Pour compléter ce que je viens de dire juste avant, les deux gros chantiers de l'année prochaine, ça va être le marketing et la communication, et aussi du coup ce sujet de positionnement de Simbel vis-à-vis du sujet de l'impact social que ça peut avoir. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a une envie profonde de s'inscrire dans une démarche à impact. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est les contours que ça va prendre. Il y a plein de façons de s'inscrire dans cette dynamique-là. Devenir une entreprise responsable et solidaire, on n'en connaît pas suffisamment les contours pour dire que c'est exactement ce qu'on va faire. Il y a plein d'autres initiatives, il y a Bicorp, il y a toute une série de dispositifs qui permettent de s'assurer que l'entreprise respecte bien ses engagements, mais on ne sait pas exactement si ça va s'inscrire
pile poil dans une démarche RSE encore, c'est un travail qu'on doit faire l'année prochaine. D'accord, merci. Pour en savoir un peu plus sur vos clients, nous voudrions savoir quels sont principalement le profil des utilisateurs de votre plateforme. Alors, donc nous, nos clients, ce sont des entreprises qui ont pour ambition de développer leurs collaborateurs. Donc il y a énormément d'entreprises qui sont dans ce cas-là, mais celles chez qui le besoin est très très fort, c'est globalement des entreprises qui ont plus de 100 collaborateurs. Parce qu'avant 100 collaborateurs, on a beaucoup d'autres sujets à traiter que le sujet de la formation de ces collaborateurs. Donc nous, nos clients, ce sont des entreprises qui ont plus de 100 collaborateurs et on a commencé par 2 secteurs d'activité. Le secteur d'activité de la tech, donc on a beaucoup de clients startups, ceux que je vous citais, Blablacar, Matera, Preto, Joko, enfin bref, toute une série d'acteurs dans cette industrie-là. Et le secteur du luxe, avec Nina Ricci, Jean-Paul Gaultier, la maison de mode Push, le groupe Chloé, etc. Et on a commencé par ces industries-là parce que on veut s'assurer qu'on propose des formations qui sont pertinentes pour les collaborateurs. Et du coup, on a fait le travail sur le secteur de la tech de proposer des formations pertinentes sur le secteur de la tech. Et sur le secteur du luxe, pareil, on est en train de mettre en place un catalogue qui nous paraît apporter toute la satisfaction aux collaborateurs sur ce sujet-là. Voilà. C'est ça nos 2 gros personas. Alors j'ai 2 petites questions. D'après vous, quels sont les prochains obstacles auxquels vous devrez faire face ? Je pense qu'on a 2 enjeux pour l'année prochaine. On a un enjeu opérationnel dont je vous parlais qui est de faire connaître notre proposition de valeur à un maximum de personnes. Et donc pour ça, notre enjeu opérationnel, c'est d'arriver à trouver les bons mots et de faire la bonne communication autour de notre projet pour que tout simplement des clients potentiels en perçoivent la valeur. Donc ça, c'est notre enjeu opérationnel numéro 1. Et je dirais qu'on a un autre enjeu qui est un enjeu en tant qu'entreprise, qui est de s'assurer qu'on va maintenir un niveau de cohésion et de collaboration suffisant alors même qu'on est amené à grossir. Donc c'est très probable qu'on grossisse assez significativement en nombre de personnes dans l'entreprise. Et donc il va falloir qu'en tant qu'organisation, on grandisse pour s'assurer que ce qui fait notre culture d'entreprise, nos valeurs, notre façon de travailler se maintiennent bien, alors même que il y a x2, x3 personnes par rapport à ce qu'il y avait l'année précédente. D'accord. Et ma deuxième question, c'est quels sont vos objectifs à plus long terme, tout simplement ? Notre sujet, c'est d'aider, encore une fois, les collaborateurs à grandir et à progresser, et on veut apporter cette valeur à un maximum de collaborateurs en rendant la formation accessible à tous. Donc nous, si on doit se projeter sur Simbel, on n'a pas de chiffres, si tu veux, mais notre objectif et notre mission, c'est qu'un maximum de collaborateurs en Europe, voire dans le monde, aient des perspectives d'apprentissage et de développement dans le cadre de leur carrière professionnelle. Et par rapport à vous, du coup, quels sont vos objectifs ? Alors moi, mon objectif, c'est marrant parce que ça arrive pile au bon moment, on est en fin d'année et donc on est en train de faire au sein de Simbel des entretiens pour se donner du feedback et essayer de définir nos objectifs de l'année prochaine. Donc ils ne sont pas encore tout à fait déterminés pour l'année prochaine, mais ça va s'orienter vers quelque chose comme s'assurer de prendre l'année prochaine suffisamment de recul, donc d'être moins opérationnel, pour pouvoir aider l'entreprise à faire les bonnes décisions. Parce qu'un grand risque dans l'entrepreneuriat, c'est de faire beaucoup de choses opérationnelles très longtemps et du coup de ne pas avoir le temps nécessaire pour réfléchir et prendre des décisions qui permettent d'économiser du temps à tous et d'aller plus vite. Donc il va y avoir un gros sujet chez moi de sortir un peu de l'opérationnel pour être sûr que maintenant qu'on est plus gros et qu'on est lancé, que chacune des équipes a les ressources nécessaires pour conduire ses activités, que le positionnement stratégique de Simbel est le bon, que le développement produit va dans la bonne direction, etc. D'accord, merci. Alors moi j'aurais une autre question. Je pense que vous savez que vous n'êtes pas seul sur le marché. Alors qu'est-ce qui vous définit
quelle est votre valeur ajoutée par rapport à Simbel, par rapport aux autres, par rapport aux concurrents? Alors nous, donc on n'est pas seul et on est content de ne pas être seul, parce que sinon c'est qu'en fait on ne traiterait pas un sujet complexe, quoi. On ne peut pas être les seuls à traiter un sujet complexe et important. Nous, ce qu'on voit sur le marché, c'est que les solutions qui existent sont des solutions qui sont hyper pertinentes pour des boîtes de plus de 1000 collaborateurs. Pourquoi ? Parce que les solutions qui existent actuellement, c'est des solutions qui sont des logiciels, donc qui n'ont pas cette dimension ni marketplace ni aide administrative, et donc qui sont des logiciels qui vont aider les équipes des entreprises à organiser les formations. Mais donc la condition pour que ces logiciels marchent, c'est qu'il y ait une équipe dédiée à la formation dans les entreprises. Nous, notre différence principale, c'est que on se veut être un outil tout en un qui va du coup peut-être être moins complexe, moins abouti sur la partie logicielle et donc peut-être moins pertinent pour les entreprises de plus de 1000 collaborateurs, mais qui en revanche va permettre à des entreprises entre 100 et 1000 collaborateurs d'avoir un logiciel qui leur permet d'opérer sans avoir 1, 2, 3, 4, 10 personnes dans le département formation. Merci Loïc de nous avoir écoutés. Merci à Simbel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à Agoranov pour avoir pris le temps de nous accueillir, de nous offrir cette opportunité. Et merci à nos professeurs qui nous donnent la confiance et qui nous ont accordé cette opportunité. Steven, nous avons hâte de vous présenter notre projet. Génial, merci à vous. Et on se retrouve de toute façon très vite pour la suite de ce très beau projet. À bientôt.